Bonjour à tous, merci pour cette dernière plénière e-marketing, dernier jour d'e-marketing Paris. Donc la Digital Mum, voilà un sujet intéressant. Alors qui s'intéresse dans la salle à la Digital Mum parmi ses clients, prospects, partenaires? Bon, c'est bien, c'est bien. Et qui est une Digital Mum? Parfait. Alors j'ai la chance d'avoir à mes côtés 4 personnalités dont 3 en tout cas sont des Digital Mums. Hugues, tu me confirmes, tu n'es pas une Digital Mum? D'accord. Et donc, ils vont évoquer ce sujet. C'est très interactif, donc n'hésitez pas aussi à saisir des questions sur le numéro qui vous est indiqué. Et je vais laisser la parole à Barbara, qui va animer cette conférence et qui va présenter ses intervenants. Merci et à tout à l'heure. Bonjour, merci Hervé. Alors bonjour à tous. Donc on va passer 1 heure ensemble pour aborder bien comment est-ce qu'on tisse du lien avec les mamans d'aujourd'hui. Puis d'abord, qui sont les mamans d'aujourd'hui? Donc eh bien, pour discuter de ce sujet, nous avons avec nous... Hop là, excusez-moi. Ça c'est fait. Donc Leïla Dibé, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour, je suis Léla Guilanilia, je suis directrice marketing et communication chez eBay France. Hugues Douchop. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Hugues Pelletier, je dirige Douchop, la filiale de course en ligne de Carrefour. Et Leslie de Parole de Maman. Bonjour, donc je suis une Digital Mum et la fondatrice de Parole de Maman et Mayenne Communication. Alors du coup, on va commencer bien dans le vif du sujet. Le titre, c'est le e-marketing de la Digital Mum, mais au final, est-ce qu'on n'est pas toutes des Digital Mum aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a une différence? Il y a vraiment un segment de mamans plus digital que les autres. Leslie? Alors, cette question est quand même assez vaste. C'est vrai que la Digital Mum, c'est un petit peu l'ancienne ménagère dont on parlait avant en télé, dans différents médias. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du digital et le digital aussi accessible, on devient de plus en plus digital. Donc quand on est maman et qu'il y a 800 000 naissances par an, on devient une Digital Mum. Mais il y a quand même différentes façons d'utiliser le digital, par des services, du contenu. Donc chaque maman va avoir son utilisation du digital. Moi, ce que j'aimerais dire déjà sur la parentalité, c'est que la maternité est un moment très important pour les marketeurs. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où les habitudes de consommation vont changer. Donc lorsqu'on est célibataire, on se rend compte qu'on a un indice de consommation qui est égal à peu près à 100. Quand on arrive en couple, donc on commence à construire un foyer, notre indice de consommation est à 160. Et quand on devient mère, bah là, il explose. Il arrive à 360. Et pourquoi? Pas parce qu'elle est juste digitale, c'est juste que ses besoins changent. On a besoin de s'assurer, d'assurer sa maison, de changer notre alimentation, de changer nos consommations, d'acheter une voiture, d'échanger, etc. Et donc, on a beaucoup d'utilisations qui font que le rythme de vie de la mère change et ses consommations également. Donc, du coup, des nouveaux besoins. Vous, Hugues, chez Douchop, comment est-ce que ça se passe? Vous voyez un peu la différence où vous arrivez à pressentir que la maman, ça y est, elle va bientôt être maman ou bébé est arrivé? Oui, tout à fait. Juste pour rappeler un peu notre activité, nous, on gère des courses en ligne qu'on livre à domicile, sachant que 75% de notre activité se fait en région parisienne. Et sur l'ensemble de nos clients, sur 4 clients, il y en a 3 qui sont des femmes. D'accord? Donc on peut qualifier de Digital Mum. Et donc dans ces Digital Mum, il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs. Et on a justement qualifié, en fait, on a un peu de nos 3 égéries en termes d'activité. Et justement, on voit bien, à travers ces égéries, les segmentations, en tout cas des modes de comportement et d'achat qui sont assez différents, liés à leur mode de vie. Et en effet, on a la plus jeune qui s'appelle Chloé, elle a peut-être entre 25 et 35 ans. C'est qu'elle est célibataire ou en couple, ou en tout cas, elle n'a pas d'enfant. D'accord. Et on la représente, nous, souvent avec en mobile, en déplacement, pour faire des achats un peu plus d'impulsion ou pour organiser avec des amis des événements. Et puis ensuite, on a Caro, qui est là, une femme active, businesswoman, avec
avec des enfants et qui a en effet un comportement d'achat là différent, qui cherche réellement à gagner du temps dans son activité et qui cherche donc la facilité. On est là pour la facilité. Et puis la dernière, c'est Céline, qui est elle plus une mère active. Est-ce qu'elle est au travail ou elle a d'autres activités? Elle a peut-être jusqu'à 3 enfants. Et là aussi, on est là pour lui faciliter. Et juste pour bien répondre à la question, en effet, nous, il y a un réel changement de comportement au moment où donc la femme est enceinte et là, d'une part, elle change ce type d'achat parce qu'elle va par exemple acheter beaucoup plus d'eau et des pondéreux. Et deuxièmement, elle a des difficultés pour porter ces packs d'eau et surtout quand c'est au 5e étage d'un ascenseur. Et donc là, on est là pour lui faciliter la vie. Et on voit bien donc, dans ce type d'achat, et puis bien sûr, une fois qu'elle a accouché, les enfants, on le voit très facilement à travers les produits de puériculture, les couches, etc., que là, elle est basculée dans un autre mode de nouvelles attentes, en effet, par rapport à ces courses. Et vous, Leïla, chez eBay, du coup, la part des mamans, qui sont vos mamans, qui achètent, qui vendent? Alors justement, nous, les mamans, on leur parle sous 2 aspects. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, il faut savoir qu'environ 80% des achats du foyer sont faits par la femme, la maman. Donc la Digital Mom en shoppeuse, elle est très importante pour nous parce qu'elle ne vient pas sur eBay uniquement pour s'acheter des vêtements pour elle, mais elle vient pour ses enfants, elle vient pour la maison, elle vient pour le tech, elle pense à son mari. Donc voilà, elle est vraiment sur tous les segments. Et elle est en quête ou d'inspiration, c'est-à-dire de connaître des tendances, parce que les Digital Moms restent très fashion quand même, où qu'on soit partout en France. Mais en même temps, elle veut des choses pratiques, c'est-à-dire que le petit dernier a besoin d'une paire de baskets, elle travaille, ça va être plus simple de venir commander sur eBay, payer de façon sécurisée, parce que ça, c'est important pour elle, et se faire livrer où elle veut, à la maison, Mondial Relais ou au bureau. Donc ça, c'est la Digital Mom shoppeuse, mais il y a aussi la Digital Mom entrepreneuse, qui est très importante pour nous, dans la mesure où c'est vrai que l'arrivée d'un premier enfant ou d'un deuxième enfant change le mode de vie, et on a envie, justement, quand on est maman, parfois, d'avoir plus de temps pour sa famille. Et en ça, eBay est une plateforme où elles vont pouvoir se lancer à leur compte, sans prendre vraiment de risques, puisque la mise de départ est un stock qu'elles vont acheter, qui peut être de quelques milliers d'euros uniquement, ou même de s'essayer en tant que vendeuse particulière au tout début. Et puis, avec un statut d'auto-entrepreneur tout simple, elles vont voir si elles sont sur un segment qui peut être intéressant pour elles, et en même temps préserver cette vie de famille, assurer un revenu pour le foyer et maintenir, on va dire, un niveau de vie qui soit correct et cohérent. D'accord, donc il y a un vrai axe de facilitateur du quotidien. Je crois qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans le déroulé de la table ronde. Juste si on fait un petit bond juste en arrière, la maman, donc elle apprend qu'elle va être maman ou elle est déjà maman d'1 ou 2 enfants. En tout cas, il y a un nouveau bébé qui arrive. On n'a que quelques mois en tant que marque pour se faire connaître d'elle. Comment est-ce qu'on fait, Hugues? Alors, en effet, c'est important de prendre le contact, de se faire connaître auprès soit des futures mamans, soit des jeunes mamans. Et je pense que ce qui est important, c'est d'utiliser les différents leviers online et offline, parce qu'on a déjà en amont un travail à faire sur la notoriété de la marque, donc faire connaître le service. Nous, le choix que l'on a fait, c'est de monter un partenariat avec une course à pied qui s'appelle La Parisienne. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, mesdames, connaissent ou ont peut-être participé. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'est finalement une épreuve qui réunit près de 40 000 femmes. Ce sont des femmes, ça se fait dans le cœur de Paris. Ce sont des femmes actives, puisque plus de la moitié des dossards sont pris à travers leur entreprise. Donc c'est quand même souvent des femmes actives. Et donc on a monté ce partenariat pour justement nous faire connaître. Et puis vous voyez, on a parlé un petit peu en interne, parce qu'on est filiale de Carrefour, un petit peu en interne, en disant il y a peut-être quelques dizaines de salariés de Carrefour qui vont participer. Et puis finalement, il y en a eu 350 qui sont arrivés la première année. Et cette année, on devrait être 600. Donc à la fois, c'est une action par rapport à nos clientes potentielles, à nos cibles, mais également un vrai événement fédérateur en interne et qui est une vraie réussite.
Et puis, ça a une autre vocation, c'est que nous, on est en acteur online et c'est important à des moments de créer des occasions de rencontres, d'aller au contact des clientes pour échanger, déjà pour se faire connaître, et puis aussi connaître des clientes actives pour avoir des remontées, des feedbacks un petit peu en direct sur l'offre produit, sur le service, sur de nouvelles approches, et c'est toujours très intéressant. Donc ça, c'est le côté offline et vraiment, on va dire en B2C, en direct. Même si on avait, il y a 2-3 ans aussi, on avait été partenaire d'un événement qui s'appelait la Journée Maman Travail, en disant, tiens, est-ce qu'on va essayer de passer par des réseaux d'influenceurs pour activer notre notoriété, notre marque? Donc c'est une réflexion que l'on a toujours. On n'a pas fermé le dossier, mais je pense qu'il faut savoir certainement jouer un peu sur les deux axes, à la fois la communication directe vers nos cibles, mais également par des réseaux et par des intermédiaires. Donc ça, c'est par la partie offline. Et puis ensuite, il faut activer les différents réseaux online, que ce soit du search, en poussant les bons termes, en achetant les mots qui sont associés à notre service, qui vont être pertinents. On a aussi des réseaux d'affiliation. On va essayer de trouver des contacts affinitaires. Et puis aussi à travers ça peut être potentiellement du RTB, de l'emailing, pour justement aller s'acheter des bases mail auprès de cibles clientes qui sont intéressantes. Ça peut être par exemple la boîte rose. C'est un exemple parmi d'autres pour justement essayer de toucher ces cibles de clientes qui, après, vont rentrer dans un programme en plus récurrent, une relation récurrente pour les mois et les années à venir avec nous. Merci. Vous, Leslie, en tant que média, comment est-ce que ça se passe? La maman, donc elle recherche de l'information, elle a besoin de contenu, elle a besoin d'être rassurée. Comment est-ce qu'elle fait pour se tourner plutôt vers votre média qu'un autre, ou en tout cas au moins sur votre média? Alors en fait, je vais rebondir sur ce qu'a dit Hugues. En fait, une digital mum n'est pas que digitale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas uniquement sur Internet. C'est juste un nouveau moyen pour elle de s'informer ou de consommer. Mais cette digital mum, on va la trouver partout. On va la trouver chez des prescripteurs, des pédiatres, des gynécos, des maternités, dans des jardins, des écoles, etc. Et je pense qu'il est très important de combiner des actions offline et online pour aller convertir cette maman et pour aller avoir une vraie acquisition. Donc avant tout, ce que va rechercher la maman, c'est de se rassurer. Parce que lorsqu'on devient maman, j'ai eu le cas aussi il y a 11 ans, on a beaucoup de questions, on a soif d'informations. Et avant d'aller chercher un service, un produit ou un prix, on va d'abord essayer de comprendre ce qui est le meilleur pour son enfant, parce qu'elles ont une véritable volonté d'avoir le meilleur pour leur enfant. Et ça, elles ne vont pas le trouver uniquement sur le digital. Parce que le digital, il y a beaucoup de choses bien, mais il y a aussi, ça vous foisonne d'informations et on a aussi du mal à donner de la crédibilité aux choses. Donc la maman va d'abord aller chercher des prescripteurs. Des prescripteurs, ça peut être soit des prescripteurs santé, soit des prescripteurs qui sont une autre maman qui aura eu une expérience maman à lui transmettre. Et c'est vrai que ça se fait à travers du digital grâce à des blogueurs, par exemple, qui vont être un peu des leaders d'influence ou des leaders d'opinion bien identifiés qui vont permettre d'instaurer une confiance entre la mère et le blogueur, mais elles vont aussi aller chercher autour. Donc moi, ce que je recommande souvent, c'est la parole de maman, en fait. Et la parole de maman positive, c'est la réputation positive, c'est rassurer par rapport à tous les services qu'on peut donner aux mamans, leur expliquer qu'on n'est pas juste un produit, mais qu'il y a beaucoup de choses autour, que si on a conçu des produits, expliquer le pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet et cette digital mum qui peut fouiner des heures et des heures, il y a aussi cette notion de crédibilité et de transparence. Donc là aussi, c'est extrêmement important. C'est toujours travailler sur cette réputation positive parce qu'en fait, elles vont aller chercher la crédibilité de votre produit, la crédibilité de votre service et la réputation de votre service. Donc même si vous faites une immense campagne TV qui va permettre de travailler sur la notoriété du produit, on a toujours besoin également d'une action online pour aller crédibiliser
les messages de la marque. Donc nous, en fait, ce qu'on dit en termes d'acquisition, c'est vraiment de mêler les différents médias. Et je le vois avec mes confrères, c'est pas uniquement chez Parole de Maman, il y a aussi une des fondatrices de Parents qui est dans la salle. C'est vraiment de travailler sur un contenu de qualité et un contenu de 360. Et avec ce contenu, aujourd'hui, elle est là la richesse de l'acquisition. Elle n'est pas uniquement à la bannière, à la performance, au clic, mais à la qualité du contenu, à la qualité et l'expertise qu'on va pouvoir donner. Et quand on a ce contenu, on peut aller sur une acquisition forte. Et après, une fidélisation dont on parlera plus tard. Vous, Leïla, justement, les mamans, elles sont d'abord sur eBay avant d'être maman parce qu'elles sont chopeuses, elles ont déjà le réflexe eBay, ou est-ce qu'en devenant maman, elles viennent à vous et je crois que vous avez développé également de nouveaux services peut-être pour les accompagner dans leur quotidien? Alors c'est vrai que le fait d'être maman ou pas change plutôt le centre d'intérêt sur eBay. Les utilisatrices en règle générale, les femmes en règle générale sur eBay sont des femmes qui cherchent des bons plans, les meilleurs produits au meilleur prix sur des catégories très diversifiées. Ce qu'on voit surtout aussi dans l'évolution de la Digital Mom, moi je suis tout à fait d'accord pour dire que ça ne se limite pas du online ou du offline, parce que la Digital Mom, elle s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir ce dont elle a besoin dans les conditions dont elle a besoin. Et le mobile, pour ça, a été un formidable tremplin pour faciliter la vie des femmes et faciliter encore plus celle des mamans. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut parler de Digital Mom, c'est celles qui sont vraiment très utilisatrices de leur mobile et qui savent l'utiliser pour se faciliter la vie. Juste, je partage quelques chiffres qui sont assez parlants. On a fait une étude sur les femmes et le mobile. Et il faut savoir, par exemple, que 19% des Européennes considèrent leur smartphone comme un bien de première nécessité. C'est-à-dire une femme sur 5 ne pourrait pas vivre sans son smartphone. Et je ne pense pas que ce soit uniquement pour poster des photos des enfants sur les réseaux sociaux. Il y a une vraie profondeur derrière ce besoin. C'est son doudou, hein. C'est un doudou, mais c'est aussi, je pense, ce qu'on appelle en anglais un personal assistant, qui va vous permettre de gérer votre agenda entre la sortie d'école des enfants, les courses à faire, vos rendez-vous business. Enfin voilà, moi je suis avec vous là aujourd'hui et je suis en train de gérer avec mon mari la sortie d'école de ma fille tout à l'heure. Voilà. 4h30. Être une digital mom, c'est un peu ça aussi. Un autre chiffre, par exemple, il y a 7% des Européennes qui déclarent pouvoir passer une journée sans leur smartphone. Voilà, donc le mobile a changé les comportements, il a créé le lien entre le online et le offline. Après, pour en revenir concrètement à nous chez eBay et le shopping des digital moms, elles ont un rapport très personnel quand elles sont célibataires ou juste en couple. Elles ont un rapport plus élargi à partir du moment où il y a un enfant. Et en ça, nous, on va les accompagner pour leur proposer le plus régulièrement possible des produits qui sont dans leur centre d'intérêt. Mais elles vont surtout pouvoir réaliser ce qu'on appelle le shopping à 0 €. C'est-à-dire qu'elles vont avoir la possibilité de revendre les vêtements des enfants qui sont très peu portés, qui restent souvent avec des étiquettes neuves parce qu'on est très gâtés, surtout les premières années où les enfants naissent. Donc elles vont pouvoir revendre des vêtements qui sont plutôt neufs, se constituer un pactole pour pouvoir s'acheter toute autre chose. Ça veut dire que ça peut être des biens de puériculture, ça peut être des choses pour elles-mêmes, des choses pour la maison, des choses pour leur mari. Et en ça, leur rapport a totalement changé via eBay sur la gestion du budget. Et en ça, c'est important aussi pour elles, je crois, avec l'arrivée d'un enfant ou d'un deuxième enfant. C'est vrai que sur les études qu'on fait, que ce soit avec l'Institut des mamans ou avec d'autres instituts, on voit souvent que la première raison finalement des mamans et des parents d'être inscrits à une newsletter, d'être fan Facebook, c'est les bons de réduction, c'est le pouvoir d'achat. Vous le ressentez justement, ce besoin d'avantages tangibles, concrets au quotidien? Ouais, moi je pense que, juste pour rebondir aussi sur le point, je pense qu'il y a un vrai besoin de réassurance pour passer au online, pour crédibiliser l'offre. C'est pour ça que nous, aussi à travers notre logo, on sait qu'on est rattaché à une marque comme Carrefour. Donc c'est quand même, ça rassure à la fois sur la qualité du produit, du service, du paiement derrière. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes.
Et voilà. On a parlé là d'acquisition, donc on comprend que là il y a un vrai enjeu donc du coup du cross-canal et du multicanal, lié les canaux à la fois donc papier, presse, print et puis le digital. Mais le canal ne fait pas tout, il ne fait même rien s'il n'y a pas une vraie stratégie de contenu du coup qui est déployée. Et on parle, on sait aujourd'hui beaucoup de brand utility et de brand content, et comment est-ce qu'on se met au service des parents et des mamans au quotidien pour leur faciliter la vie, que ça soit donc sur un besoin tangible ou le save time aussi, hein, comment est-ce qu'on les aide à jongler entre vie perso, vie pro et tous nos mini-mois que l'on a, nos mini-casquettes. Vous, Leslie, comment est-ce que vous accompagnez les mamans au quotidien? Alors, moi qui viens de la presse, on doit s'adapter maintenant avec ces digital moms. Donc, comme a dit Leïla, c'est qu'elles veulent tout de suite. Et elles veulent le bon produit au bon moment, et c'est pareil sur le contenu. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, elles sont un peu plus gâtées qu'avant, et elles vont être très exigeantes sur le contenu et les services qu'on leur donne. Donc nous, avec Parole de Maman, on va être obligés, et on a été obligés, d'adapter notre presse aux demandes des digital moms. Donc en fait, on a un petit peu révolutionné la presse en faisant de la presse CRM. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, les abonnements du magazine seront des abonnements adaptés au stade de naissance de leur enfant. C'est-à-dire que lorsqu'on s'abonne, si on est enceinte, on va recevoir Parole de Maman grossesse. Si on a un enfant qui vient de naître, on aura Parole de Maman accouchement, Parole de Maman 3 mois. Et ça n'a encore jamais été pensé en presse. Et donc, on s'est dit que la seule façon de satisfaire la maman et de satisfaire effectivement également l'annonceur qui veut la toucher au bon moment, c'était aussi de s'inspirer du digital et d'inspirer la presse du digital et d'en faire un média qui arrive aussi à cibler le consommateur, à répondre à son besoin du maintenant, tout de suite, exactement comme je veux et comme j'en ai besoin. Et donc, en fait, moi, c'est un exemple sur la presse, mais je pense que cet exemple peut s'étendre sur beaucoup de produits et services. Ne pas se dire, puisqu'on est offline, puisqu'on a un produit qui n'est pas extrêmement adapté au digital, et de se dire comment le réinventer et comment le réadapter tout en restant avec les valeurs et le contenu. Donc nous, sur le contenu, on a un enjeu fort parce qu'on va convaincre la mère. On sait qu'on a une force de persuasion assez forte parce qu'en fait, elles nous suivent, elles nous font confiance, et on va réussir à prescrire des tendances, on va réussir à prescrire des produits, on va réussir à leur expliquer le pourquoi du comment, mais pour que ce soit écouté, il faut vraiment leur parler au bon moment. Voilà, parler d'un accouchement à une maman qui a un enfant de 2 ans, c'est un peu trop tard. Et parler de la rentrée en primaire à une femme qui va tout juste avoir les premiers mots de grossesse, à savoir des nausées, là aussi, c'est pas le bon moment. Donc, on a pensé à réinventer la presse parentale. Donc, contenu, mais surtout ciblage. Comment est-ce qu'on est présent au bon instant de vie, au bon moment de vie? Du coup, Leïla, vous avez cette logique justement de personnalisation de la relation et de segmentation? Alors, il y a 2 types de personnalisation. Il y en a une qui est basée sur les recherches que va effectuer la maman. Donc, on ne s'introduit pas dans la vie personnelle des gens en disant « on sait, on a compris que vous en étiez à votre 8e mois de grossesse, donc… » mais on se base sur les recherches, les objets qu'elle va regarder sur eBay pour lui faire d'autres propositions qui sont en adéquation. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un outil qui s'appelle Collection sur eBay, qui est la possibilité pour tout à chacun de créer comme des mood boards, des tableaux d'envie constitués d'objets que l'on aime. Nous, on ne fait pas de push là-dessus, on ne l'utilise pas pour s'adresser aux mamans, mais elles peuvent se parler entre elles. Parce que les collections peuvent être publiques, un peu comme ce que vous pourriez faire sur Instagram en aimant des visuels. Là, il s'agit d'objets que l'on peut acheter. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, aimer particulièrement les goûts d'une autre maman, sa sélection de produits à elle, et vous en inspirer si vous le souhaitez. Donc, il y a une notion de push basée sur la recherche. Et il y a une notion inspirationnelle qu'on va laisser totalement libre entre nos utilisateurs.
Il y a un côté vraiment facilitateur aussi de connexion entre mamans, c'est ce qu'évoquait aussi tout à l'heure Leslie. Mais comment est-ce qu'à un moment je crée du contenu, mais aussi je facilite l'échange de contenu entre mamans. Hugues ? Oui, moi je rebondis là-dessus. En effet, le contenu est pour nous aussi stratégique. C'est un constat qu'on a fait. À l'origine, on est quand même un site de e-commerce, commerçant, et on a ressenti le besoin, à un moment donné, à la fois de travailler sur les réseaux sociaux, à travers Facebook, mais également d'y ajouter un blog avec du contenu. On l'a appelé la Minute Pratique, et qui permet, avec des petits articles assez concis, de toucher justement ces digital mums. C'est vraiment focusé sur ce type de cliente. Donc ça, c'est sur la partie contenu. Et ensuite, en effet, l'important, c'est être pertinent dans notre communication, notre approche, et personnalisé. Et ça, l'emailing est le meilleur des outils, et qui est puissant. Et puis, il y a l'autre aspect qui est très important dans notre activité, et qui est là, pour le coup, personnalisé pour chaque cliente, c'est la liste de courses. C'est le fait d'avoir créé une ou plusieurs listes de courses lors de ses premiers achats, et derrière de repartir de cette liste ou de ces différentes listes selon ses différents besoins, ou ça peut être éventuellement aussi ses courses précédentes, parce que derrière c'est à la fois un gain de temps significatif, et puis ça permet de s'assurer aussi que sur un panier qui fait quand même en moyenne 70 produits, qui regroupe 70 produits, donc c'est significatif de s'assurer qu'il ne manque pas de produits quand on passe en fait de sa cuisine au salon ou à la salle de bain avec sa tablette, et on a comme ça dès le lendemain ces courses au complet. Du coup, il faut fidéliser maintenant que la maman vous connaît, parce qu'il ne s'agit pas d'acheter donc une fois, deux fois, mais de créer un vrai lien pérenne qui va les suivre, avec ses besoins qui vont évoluer de la première année, la seconde, etc. Leslie, vous, comment est-ce que vous gardez le contact justement avec les mamans au quotidien, mais surtout dans le temps ? Alors moi, je pense que c'est la répétition. La maman, on va reparler de la réassurance. Elles vont avoir besoin de se rassurer sans cesse. Et la répétition est très importante. Donc même si on fait une acquisition le plus tôt possible, on se rend compte que pour la majorité des acteurs, c'est d'aller sur une acquisition au moment de la grossesse. Même si la maman va faire son choix de produit au premier, deuxième ou troisième mois de la naissance de l'enfant, l'objectif, c'est d'avoir fait une acquisition très tôt, mais après d'avoir répété les messages, mais différemment. Donc, d'allier en fait un contenu, d'allier des produits, des promos. Et en fait, on se rend compte, avec des études, on voit que la maman est sollicitée 216 fois par des marques captives entre le moment de sa grossesse et les 6 premiers mois de l'enfant. Mais nous, notre rôle, ce ne serait pas de toucher toutes les mamans une fois, mais plutôt plusieurs fois toutes les mamans. Je vais faire comme dans les nuls, je vais me tromper. On ne touche pas 1000 fois une... Bref. Et donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir une répétition et de leur parler grâce à un programme CRM, Facebook, en offline, etc. Et là, on la fidélise. Alors, répétition, mais peut-être pas répétition sur le même message, parce que si on a le même message martelé une fois, deux fois, trois fois, après on zappe. Hein. Non, c'est ce que je disais. C'est une répétition avec des messages différents. Ça peut être de la promo, ça peut être du contenu, ça peut être un contenu adapté qui suit le stade de son enfant. Il faut en fait essayer déjà de la comprendre avant de lui imposer en fait ce qu'on a envie de lui donner. C'est de l'écouter et ensuite justement de converser avec elle. Aujourd'hui, il y a différents outils pour le faire et il faut mêler en fait la répétition de médias par exemple ou autre. Du coup, c'est pas simple parce que je crois que je sais plus sur quelle conférence, je crois hier, mais la Redoute qui disait qu'il fallait que un client soit exposé 10 fois par la marque pour pouvoir acheter. Et en même temps, on peut pas trop marteler parce que sinon, on va dire le retour de bâton, il est presque immédiat, hein, le blacklistage ou autre. Donc, il y a un savant mélange, équilibre à trouver. Vous, Leïla, comment est-ce que vous faites en termes de communication, de jonglage entre les différents canaux et contenus ? Alors, la clé, il n'y a pas de recette miracle sur comment bien vendre online, offline. Si on avait une, je pense qu'on serait très nombreux à être très heureux et très riches.
ce qui n'est pas le cas. Donc la recette miracle n'existe pas, mais par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est la pertinence de l'information. L'information pour l'information, comme le disait Leslie, ne vaut rien. Et la personnalisation. Si vous visez juste, vous serez 10 fois plus efficace que 15 mails envoyés répétant le même message ou en étant totalement à côté de la plaque. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi d'être là où on nous attend. Moi, je sais que chez eBay, il y a une vraie philosophie depuis la création du site il y a 20 ans maintenant. C'est on ne fait rien qui ne soit pas demandé par nos utilisateurs. Par exemple, le système d'évaluation d'eBay, il a été mis en place à la demande des utilisateurs. Donc, ce que les Digital Moms attendent de nous, et les utilisateurs en règle générale, c'est de la facilité. La facilité pour commander, la facilité pour trouver, la facilité pour payer, pour récupérer. Tout doit être simple. Et la question, c'est quelle est cette méthode qui va convenir à tout le monde? Elle n'existe pas non plus. Donc, il faut proposer plusieurs façons de chercher, plusieurs façons de proposer, plusieurs façons de récupérer son colis, plusieurs façons de le payer pour convenir, on va dire, au plus grand nombre. Et c'est là où nous, les marques, on a un grand travail d'adaptabilité à faire vis-à-vis de ces Digital Moms. Elles sont pressées, elles n'ont pas le temps de s'habituer à nous. Donc c'est à nous de faire ce travail et de nous habituer à leurs contraintes. Vous, Hugues, justement, du coup, en termes d'adaptabilité, il y a, je pense, un axe fort de service, c'est la livraison. Je pense qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous travaillez sur cet axe de facilitateur du quotidien, justement? Donc, clairement, en effet, on se positionne pour un peu comme le personal shopper de la Digital Mom. On veut lui faciliter la vie et on travaille beaucoup, en effet, sur le dernier kilomètre, qui est stratégique pour nous, au-delà de son coût, qu'on a du mal peut-être à valoriser, à expliquer à nos clientes, mais c'est aussi le seul point de contact avec nos clientes. Et c'est pour ça que sa qualité opérationnelle est stratégique. On essaye aussi d'innover, ce qui ne se voit pas encore forcément, mais avec des véhicules électriques qui viennent livrer les clientes, avec des réflexions aussi potentiellement avec des péniches qui viendraient livrer dans le centre de Paris pour ensuite partir sur les véhicules électriques, avec une vraie volonté d'avoir un impact écologique qui, à nouveau, la cliente aura mettre un petit peu de temps peut-être pour se l'apercevoir, mais je pense que ça pourra avoir un impact. Donc ça, c'est notre travail sur le dernier kilomètre, et ensuite qui s'inscrit dans une réflexion plus globale sur la fidélisation. Comment on peut fidéliser les clientes. Et moi, j'ai toujours ce point-là, c'est-à-dire que c'est à la fois sur des actions offline et online, et je pense que le premier levier de fidélisation, c'est la qualité opérationnelle. C'est la manière dont finalement l'ensemble de l'expérience d'achat va se réaliser, depuis la commande sur le site, les créneaux, l'achat, et puis la livraison. Et par cette qualité opérationnelle, si elle est exécutée de bout en bout, eh bien, c'est quand même le premier facteur qui va engendrer une nouvelle commande. C'est pour ça que nous, on le mesure au quotidien. Chaque fois qu'une cliente ou un client reçoit une commande, on lui adresse le lendemain un questionnaire avec 10 questions très simples sur l'ensemble de son parcours d'achat. Et puis deux boîtes aussi pour écrire des verbatims. Et tous les mois, on a à peu près entre 3000 et 8000 retours clients que l'on analyse. Toute la partie texte, on a également des outils d'analyse sémantique pour comprendre un petit peu les points qui sont remontés, les principaux écarts, difficultés. Parfois, qu'on voit de manière très logique. La météo a été très mauvaise, il y a eu de la neige, on a eu du retard, et donc les clients se sont plaints sur ce point-là. Donc il y a une vraie corrélation entre nous, ce qu'on a vécu de manière opérationnelle, et puis finalement l'aperçu des clients, mais également donc ça c'est les écarts. Et après parfois on peut justement avoir des remontées clients qu'on n'avait pas forcément nous ressentis ou analysés en temps réel, et c'est pour ça qu'on a eu la volonté aussi d'internaliser notre centre d'appel pour vraiment avoir cette sensibilité et ces retours de la part des clients. Donc ça, c'est le premier point qui est lié à tout ce qui est qualité opérationnelle. Ensuite, le deuxième point pour travailler sur la fidélisation, c'est l'offre.
L'offre à la fois de services, on en a parlé avec le dernier kilomètre, mais également l'offre produit. C'est important pour nos clientes, si on a des clients qui sont là ou des clientes depuis 1 an, 3 ans, 5 ans et finalement qui ont toujours les mêmes produits ou qui ne travaillent qu'avec la liste de courses, eh bien dans leur placard ça peut être un peu usant ou c'est pas très fun. Et on sait que tout ce qui est cuisine, culinaire, recettes, etc., les Français aiment changer, modifier, travailler avec des recettes, de nouvelles choses, et donc il faut aussi pouvoir leur apporter un peu des nouveautés, soit à travers les recettes, soit à travers à peu près 200-250 produits qu'on renouvelle tous les 15 jours, également des promos qui apportent qui apportent du pouvoir d'achat, mais également qui permettent de faire entrer de nouveaux produits et de faire connaître de nouveaux produits. C'est à la fois intéressant, bien sûr, pour les industriels en amont, mais aussi pour nos clientes qui découvrent un peu de nos clientes et de nouveaux produits. Et donc, ça permet de changer un petit peu le contenu de leur placard. Donc ça, c'est le côté offre. Et puis, le dernier axe, c'est tout ce qui est online, donc les outils online qu'on doit exploiter. Et pour ça, là, donc on a construit tout un programme de CRM pour gérer justement le cycle de vie de nos clients et de nos clientes, et en fonction d'un certain nombre de règles de gestion et de comportement. Donc, on adresse des mails avec soit des relances liées à de la réassurance, de l'explication de nos services, ou alors, quand on sent que c'est nécessaire, également avec éventuellement un bon d'achat ou pour d'autres typologies de clients où finalement la taille du panier est une contrainte, eh bien aussi on sait leur adresser un bon de réduction de livraison, parce que les prix de livraison peuvent être des points des freins à l'achat, adresserait des bons de livraison gratuite pour certains types de clients. Et c'est en construisant l'ensemble de ce programme et qui est adapté en fonction des typologies de clients, de leur timing aussi, eh bien on sait les relancer et créer une vraie fidélisation dans la relation. Beaucoup de choses. Du coup, moi, ce que j'aime bien, le petit rictus, c'est souvent on part du marketing produit pour arriver au marketing client. Là, on a fait un peu l'inverse, l'ascenseur inverse. On est parti du marketing client pour revenir au marketing produit. Effectivement, on peut développer le meilleur dispositif qu'il soit. Si on n'a pas une bonne offre en amont, on ne peut rien faire. Et surtout, si on n'arrive pas à se renouveler en innovant de façon assez fréquente. Deuxième chose, moi, que j'ai trouvé aussi très intéressante sur ce que vous avez dit, c'est le côté satisfaction. Finalement, un des principaux leviers de fidélisation, c'est la satisfaction, puisqu'on sait que nos mamans, souvent, quand elles sont enceintes, il y a souvent les copines, les voisines, les cousines qui sont enceintes ou qui sont mamans en même temps. Et du coup, il y a le fort pouvoir, alors moi j'aime bien dire du WOM, donc du World of Mom, mais aussi du World of Move. Et finalement, le pouvoir du bouche à oreille. Et vous, Leslie, en tant que parole de maman, pour le coup, vous êtes complètement dedans. Et la valorisation du bouche à oreille. Oui, parce que nous, on est vraiment l'exemple même. Moi, quand j'ai créé la société il y a 11 ans, j'étais toute seule dans mon 6e étage. Et en fait, j'ai commencé avec 0 maman. Et en fait, ça a commencé avec vraiment le word of mouth. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle parole de maman, justement. C'est la recommandation horizontale. Donc aujourd'hui, on est leader sur les réseaux sociaux, parce qu'on a 235 000 fans. On a réussi à dépasser le leader qui était Magic Maman, avec du 100% organique, parce qu'en fait, ça a été vraiment la recommandation de maman aux mamans, et avec beaucoup d'authenticité, et une offre qui était toujours adaptée à ce dont avaient besoin les mamans. Ça m'est arrivé une quinzaine ou vingtaine de fois par an de refuser des clients qui me demandaient de pousser des offres auprès de ma base, auprès de mes mamans. Mais si je n'étais pas convaincue du produit, si je ne l'avais pas fait tester par une dizaine de mamans qui a approuvé le produit, et ben en fait, je ne le proposais pas aux parents. Et ça, je pense qu'il y a une véritable notion de satisfaction et de faire en sorte de toujours servir au mieux son consommateur. Donc nous, oui, c'est vraiment le word of mouth qui nous a permis d'exploser les chiffres et d'être chaque année en croissance à 2 chiffres. Et toujours rester du coup sur le côté confiance et réassurance, puisque vous légitimez avant par le test de plusieurs mamans.
Alors j'ai une question dans la salle, c'est une question souvent récurrente sur le sujet des mums. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des dads aujourd'hui? Leïla? On peut parler des dads aussi. Pas évident, merci pour la colle. Les hommes adorent le shopping, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas vrai. S'ils l'aiment. Ils aiment le shopping sur Internet, ils aiment le shopping sur des catégories bien précises. Mais il ne faut pas oublier que la femme a pris un pouvoir énorme. Et même pour l'achat d'une voiture aujourd'hui, la femme est impliquée. Je pense qu'il y a 20, 25 ans, 30 ans, c'était beaucoup moins le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas un foyer où on achèterait une voiture sans l'accord de la femme, de la maman. Les publicitaires le démontrent bien aussi. Les dads vont être plus sur des achats personnels. Nous, c'est ce qu'on voit sur eBay, c'est les catégories tech, c'est les catégories auto. Et c'est aussi les grands moments de célébration pour leur chair et tendre. Nous, on voit énormément d'hommes venir sur eBay au moment de la Saint-Valentin parce que c'est plus facile d'acheter sur Internet que d'aller en magasin, surtout pour certains achats plus intimes, on va dire. On les voit énormément au moment de la fête des mères aussi, et puis à Noël, on n'en parle même pas. Mais les dads sont plus attentifs à la maman et laissent peut-être le shopping des enfants plus en responsabilité à maman, quand ils sont petits en tout cas. Quelque part, il y a une team shopping qui s'installe un peu, non? Où on a la maman qui n'oublie pas jamais d'appeler le papa pendant qu'il est en course. Bon, je te délègue les courses, mais quand même, je te passe un petit coup de fil pour savoir si ça va bien. Et de l'autre côté, oui, le papa qui appelle quand même pour dire est-ce que c'est bien ce paquet de céréales qu'il faut acheter. Il y a de ça, et en même temps, il y a sur tout le parcours de shopping, c'est-à-dire qu'ils soient en magasin ou sur Internet. Après, à un moment donné, il faut récupérer ses courses quand on ne passe pas forcément en caisse. C'est vrai que les papas sont souvent sollicités pour aller chercher au drive ou pour aller récupérer dans un point mondial relais. C'est plutôt eux qui vont se déplacer sur la partie logistique et les mamans vont être plus sur la partie achat, pour le coup. Juste pour compléter, c'est vrai que la manière dont on a construit un petit peu notre segmentation, donc je vous ai parlé de nos 3 digital mums, Chloé, Caro et Céline, mais comme je vous l'ai dit, il y a 3/4 de nos clients qui sont des clientes, c'est-à-dire qu'il y a quand même 1/4 qui sont potentiellement des hommes. Ouais, pour compléter. Et donc c'est pour ça qu'on a créé un personnage qui s'appelait Cyril, pour rester dans l'essai, et aussi on le fait un petit peu vivre dans nos personnages. Et au-delà du fait que ce soit un homme, l'important c'est qu'on voit plus aussi une famille, la manière dont une famille consomme. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment l'évolution du multi-device, le fait qu'on passe du web d'un PC à une tablette, à un mobile, et avec notre application, en enregistrant, ben finalement on retrouve sur la liste de courses familiales, chacun va pouvoir compléter et ajouter ses propres besoins, et donc peut-être l'enfant va pouvoir aussi contribuer finalement au produit, et il va rajouter ses bonbons comme il le faisait juste en passant à la caisse du magasin. Et donc finalement, c'est aussi des achats collaboratifs qui se font. Et peut-être, est-ce que c'est la maman finalement qui a le fin mot de l'histoire? Ça, c'est uniquement dans les familles qu'on pourra le savoir. C'est plus intime. Qui a la carte bleue en fait au final? Moi, je vais quand même réagir sur ça parce que, bon, déjà, moi, c'est mon mari qui fait les courses. Pourtant, il est très actif. Mais je me rends compte du coup que c'est vraiment un exceptionnel mari. Non, moi, en fait, je suis très souvent challengée sur la question parce qu'on a pris la position d'appeler ça parole de maman et pas parole de parent. Donc avec Catherine Lelièvre qui est dans la salle et qui est ancienne directrice de parents, on a aussi beaucoup discuté de ça en se disant mais la place du père, pourquoi la mère, etc. Et moi, en fait, si je pose la question dans la salle et s'il y a des jeunes papas, je ne verrai pas un père aller en kiosque ou s'abonner à de la presse parentale. C'est vraiment encore... en fait, ce sont les femmes qui vont s'inscrire dans la démarche d'aller acheter un magazine parental. Cependant, lorsque j'ai publié sur ma page comme quoi je participais à cette conférence, j'ai tout de suite un père qui s'appelle Olivier du blog Je suis papa, qui est extrêmement influent et quelqu'un de génial, qui a tout de suite réagi et qui nous a dit, et le père alors, si vous continuez à parler de la digital mum, ceci ne va pas aider. Moi, en fait, ma conclusion, c'est que là aussi, il faut adapter son discours. On ne peut pas parler aux parents. On va parler aux mères d'une façon spécifique et aux pères d'une façon spécifique. Le père va être le soutien de la maman. Pendant la grossesse, c'est elle qui porte, celle qui accouche, celle qui galère un petit peu.
le père a aussi son rôle, mais un rôle bien particulier. Donc je pense qu'il faut ne pas le mettre de côté, mais le considérer et lui parler exactement comme il attend et lui donner à lui aussi des services adaptés. Et je pense qu'on va vers un digital parent, mais on n'en est pas du tout encore là. On en parle, mais concrètement, c'est vrai que c'est vraiment 85% et 90% des mères qui font les achats. Et... Je peux juste rajouter une petite chose par rapport à ça. En introduction, je parlais de la digit mom qui était shoppeuse, mais de celle qui était entrepreneuse aussi. Et ça, c'est un point très important. On voit clairement qu'avec l'arrivée d'1, 2, 3 enfants, les femmes ont moins de facilité à garder un job traditionnel, on va dire, avec des horaires du lundi au vendredi, parce qu'elles ont envie de passer du temps avec leurs enfants aussi. Et en ça, la vraie différence entre père et mère au niveau digital va peut-être se faire au niveau de l'entrepreneuriat, où les femmes vont être plus courageuses parfois pour laisser une carrière, un job qui était plus conventionnel, pour se lancer en entrepreneuse, devenir leur propre patron pour mieux profiter de la vie de famille. Et ça, c'est un vrai choix de digital mom pour le coup. Du coup, de jongler aussi parce qu'elles sont sur l'ordi et le net toute la journée pour leur activité entrepreneuriale. Et puis du coup, on jongle la nuit avec les courses et la banque aussi en ligne qui sont beaucoup consultées le soir quand les enfants sont couchés, que le mari aussi est couché souvent aussi. Du coup, il y a une question dans la salle sur l'entrepreneuriat aussi, sur le fait bien que vous trois, vous êtes quand même des marques installées, donc qui existent depuis longtemps avec une certaine notoriété. Mais quand on est une petite marque qui se lance, une start-up, un jeune entrepreneur ou mompreneur, comment est-ce qu'on fait justement pour être visible, pour fidéliser? Alors il y a plusieurs questions dans celle-ci, mais c'est toujours, on va dire, plus compliqué quand on est tout petit, d'arriver aussi à capter les jeunes mamans, quoi, en fait. Je peux prendre le point. Alors, s'il s'agit d'une personne qui se lance dans un business de produits, c'est-à-dire de la vente de produits, justement, des places de marché comme eBay, nous, typiquement, sur eBay, on ne vend rien. On n'a pas de stock. Tout ce que vous trouvez sur eBay sont des gens, des marques qui sont derrière. Donc, déjà, de s'appuyer sur une place de marché, c'est un tremplin énorme. Ça vous évite d'avoir à faire des développements de sites, d'applications, d'investissements. D'investissement en SEO sur Google pour monter dans les pages. Vous pouvez vous appuyer sur des plateformes qui peuvent vous donner accès à des utilisateurs dans le monde entier. Sur eBay, on a 155 millions d'utilisateurs. Il y en aura bien une petite partie qui sera intéressée par votre produit en mettant une jolie annonce, de jolies photos, votre annonce en français et en anglais. Déjà, vous pouvez toucher énormément de monde. Donc ça, c'est quand on vend des produits. Ensuite, il y a toute la partie des réseaux sociaux et c'est vrai que le bouche à oreille aujourd'hui est devenu super important, bien plus puissant parfois que des gros investissements en paid search ou sur du CRM ou ce genre de choses. Il ne faut pas hésiter à vraiment... la bonne réputation qu'on a dans la vraie vie, elle se traduit aussi sur Internet et ça peut aller 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus vite sur le web quand on fait des bonnes choses. Ce n'est pas uniquement au détriment des marques, mais c'est aussi d'un point de vue très très positif. Si vous avez un bon réseau, on va dire, Internet qui vous soutient, ça peut aller très vite et ça peut aller très loin pour le coup. Alors, moi, j'aimerais rebondir, parce que c'est un petit peu mon cas aussi, parce que moi, j'étais à la BNP Paribas Assurance, dans un poste très confort, à la direction financière, et à l'arrivée de mon enfant, j'ai eu envie d'une reconversion. Je me serais bien tentée chez eBay. Jamais trop tard. Il n'est pas trop tard de faire une boutique Parole de Maman. Mais non, moi, ce que je pense, c'est ce qui aide, c'est les rencontres, c'est les réseaux, c'est le bouche à oreille. Donc moi, on m'a sollicité l'association Mompreneur pour devenir la marraine. J'en suis très fière et je pense que c'est d'une grande aide, en fait, de rentrer dans des réseaux et des connexions et, en fait, d'avoir une véritable volonté de synergie entre différents entrepreneurs. Il ne faut pas hésiter également d'aller voir des grands. Moi, par exemple, si dans la salle, il y a des mompreneurs ou des papepreneurs, datepreneurs, et ben en fait, je serais ravie de pouvoir aider, de pouvoir relayer et de pouvoir mettre à disposition certains de mes services qui, moi, me coûtent rien, sauf que d'aider en fait des gens qui démarrent. Bon, on l'a fait, je vais encore redire Catherine Lelièvre parce qu'elle est en face de moi. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai été tapée à la porte
de Lagardère, ils m'ont aidé. J'ai été voir BFM, ils m'ont aidé. Et voilà. Et en fait, c'est ça. On a aussi une volonté de transmettre quand on réussit, quand ça marche. Donc, il ne faut pas hésiter, je pense, à aller demander À oser. des connexions et oser. Voilà, surtout les femmes. Parce qu'on dit que les femmes sont des excellentes négociatrices pour leurs marques, leurs produits, etc. Mais quand il s'agit d'elles, généralement, elles ont du plus de mal à se valoriser, à se vendre. Donc moi, je dis oser et voilà. Moi, je vais juste rajouter un point. Ce qui est très important, c'est avoir un segment très clair, c'est-à-dire une cible, un projet bien identifié et pour se différencier. D'accord ? Comme moi, par exemple, au shop, je ne considère même pas que je suis un généraliste, je suis presque un spécialiste des courses sur Internet urbaines. D'accord ? Et je n'ai pas vocation à être un acteur universel. Et je pense que quand on est, comment on appelle ça ? Mampreneur ou datepreneur ? Mampreneur. Datepreneur, ça n'existe pas, ça, d'accord. Mampreneur. Il faut trouver bien votre segment, faites des arbitrages, faites des choix, et ensuite, travaillez votre réseau. Et vous avez les acteurs soit médias, soit à travers des places de marché, ou des acteurs des sociétés plus grosses, telles que Carrefour en fait partie, pour justement ensuite tester l'idée et le développer et supporter l'idée. À nouveau, choisissez votre ligne, votre segment, et après, allez-y, foncez. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive du coup sur la fin de cette table ronde. Peut-être est-ce que chacun vous souhaiteriez dire un petit mot de fin avant qu'on laisse la place à quelques questions dans la salle. Leïla ? C'est bien de commencer par moi, merci. J'apprécie à chaque fois, c'est cool. C'est la valorisation de la femme. J'adore. Sur le e-marketing, de façon très précise, oui, tous les outils online sont importants et essentiels, mais je pense que oui, il y a cette idée de niche qui est bien évidemment à la base de toute idée de business, mais il va y avoir ensuite cette réelle volonté de s'adapter et d'apporter un service personnalisé. Je pense que la clé aujourd'hui, elle est là. Il y a énormément d'acteurs sur le web, en règle générale. Il y a beaucoup de bruit sur Internet. Donc vraiment, pour émerger, il ne faut pas avoir peur d'aller sur des niches. Moi, je vais juste raconter l'histoire d'une femme qui a commencé sur eBay, qui était acheteuse et vendeuse particulière et qui s'est rendue compte en partant en voyage au soleil en hiver il y a quelques années qu'elle n'arrivait pas à trouver de maillot de bain. Et elle s'est dit, tiens, je ne dois pas être la seule à partir en hiver au soleil. Elle a commencé sur eBay et aujourd'hui, elle a un site qui s'appelle Mon Petit Bikini et qui est le premier site de mailloterie en France. Voilà, ça paraît tout bête, on n'y aurait presque pas pensé, mais c'est un vrai succès et nous, on est ravis qu'elle ait commencé chez nous et qu'elle continue à se déployer toute seule. Non, moi, je vais reprendre à nouveau mon point. Trouver des idées, il faut en trouver une bien particulière, et puis ensuite suivre l'ensemble du cycle, c'est-à-dire travailler, tester l'idée, travailler sur la notoriété, puis ensuite l'acquisition, et puis derrière, le plus important, c'est que quand vous réalisez un projet, faites un travail de qualité, parce que c'est le meilleur vecteur de fidélisation après, et qui va permettre de développer votre business, soit avec cette même cliente, soit avec le Word of Mum, c'est ça? WOM? Ah, Mouf, d'accord. Il y a les deux. Il y avait le Word of Mom aussi qui fonctionnait. Ouais. Et donc voilà, et travailler là-dessus, et à nouveau, c'est le meilleur moyen de développer un business, sachant que nous, notre business à travers WooShop, c'est justement libérer du temps aux femmes à travers les courses en ligne pour qu'elles se dédient déjà à leur famille et à leurs projets personnels. Merci. Leslie ? Moi, en conclusion, c'était de voir que le marché va quand même très vite, que le e-marketing évolue et que je pense que, comme disait tout à l'heure Leïla, le mobile est aussi un outil d'avenir. Donc voilà, il faut toujours continuer à s'informer pour essayer de toujours innover. Et j'irai vraiment sur la bonne idée, l'innovation et surtout la persévérance. Parce que sur le digital, on ne gagne pas tout de suite, mais ça prend un peu de temps parce que Google aussi met du temps à nous référencer. Il faut être un tout petit peu patient, persévérer et avoir beaucoup d'authenticité et de bienveillance envers les autres. Et je pense que ça ne peut que marcher. Merci beaucoup à tous les trois. Alors juste une question avant que je laisse la parole à la salle s'il y a d'autres questions. Du coup, désolée Leïla, c'est pour vous. Pouvez-vous donner les sources des chiffres Digital Mum européennes et smartphones sur ceux que vous aviez cités tout à l'heure? Oui, c'est une étude que nous avons menée eBay et auféminin.com ensemble en 2013. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle autres qui n'auraient pas été posées sur Twitter ou sur d'autres supports? Merci. Bonjour, j'aurais une question pour Leslie. Vous avez dit que quand vous avez commencé votre entreprise, vous aviez 0 maman et que vous avez commencé toute seule. Quelles ont été les difficultés que vous avez eu à affronter? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'en fait, il faut déplacer des montagnes pour y arriver. Alors, je ne sais même plus trop par quoi commencer. Au départ, moi, je n'ai pas commencé avec le digital, j'ai commencé avec la presse. Déjà, c'était de convaincre mes proches que je quittais un métier confort. Ils m'ont tous dit que j'étais complètement folle. Après, ça a été de me faire connaître. Après, ça a été de convaincre. Après, de recruter. Après, d'acheter un standard téléphonique qui coûtait très très cher. De trouver le nom de ma société. Voilà, il y a plein de... Je pourrais en lister des centaines. Mais je pense qu'il faut les appréhender avec le sourire. Et entreprendre, c'est ça en fait. C'est avoir envie à chaque fois de régler plein de petites embuscades. Et à chaque fois de grimper une marche. Alors je ne suis pas très grande, je ne me suis pas levée, je mesure 1m50. 49 pour ceux qui... Voilà. Mais chaque marche a été à chaque fois... c'était à chaque fois un grand pas. Et après, on se sent plus fort. Mais là, j'en ai encore beaucoup à monter. Et je pense que ça ne s'arrête jamais. Tous les matins, quand on se lève, on a plein d'idées. Et puis, en fait, il y a tout le temps des nouvelles choses à résoudre. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'ai une question. C'est plus sur la définition de la digital mum. Parce qu'au début, vous avez un peu parlé. Est-ce qu'il faut comparer la digital mum à la ménagère de moins de 50 ans? Et j'ai l'impression qu'on a plus axé le débat sur c'est quoi être plus sur le côté mum que sur le côté digital mum. Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que, comme je dis, enfin, dans la comparaison, quand on regarde sur tous les bouquins de market, digital mum égale ménagère de moins de 50 ans, et je me dis moi je suis un industriel d'agroalimentaire, enfin je travaille pour une boîte d'agroalimentaire, et on se pose la question aujourd'hui, comment arriver à convaincre justement aujourd'hui, dans les nouveaux comportements de la ménagère de moins de 50 ans, ou la digital mum, comment arriver à la convaincre pour la verrouiller à nos marques. Et ça, c'est bien plus compliqué aujourd'hui qu'il y a encore 30-40 ans. Je ne sais pas si ma question est claire. Alors, par rapport à 30 ou 40 ans, c'est une évidence, parce qu'elle n'existait pas. Mais je pense qu'on avait cette vraie question il y a peut-être 5 ans. La digital mum était un vrai segment, peut-être très CSP+, qui avait déjà accès à... qui savait... qui se posait plus de questions déjà pour faire l'acte d'achat. Maintenant, je pense qu'il y a une démocratisation juste incroyable. Déjà, je le vois juste par rapport... Donc, ça s'est fait bien sûr à travers le voyage, à travers des segments de marché qui ont vraiment rapidement basculé sur le digital. Et moi, dans mon activité, je le vois à travers donc, les courses alimentaires. Tout ce qui est urbain, c'est la livraison du domicile, donc type au shop. Et sinon, tout ce qui est en périurbain, c'est le drive. Et le drive, en France, on l'a vu, c'est pas dans les préfectures et les sous-préfectures, c'est partout. À chaque fois qu'il y a un rond-point, en France et en Navarre, il y a un drive. C'est-à-dire que les clientes, quel que soit maintenant il n'y a plus de segmentation géographique déjà, et puis aussi les âges qui étaient plutôt des jeunes 20-30 ans, ça s'est très largement élargi, et je pense que c'est plutôt aller chercher la nouvelle consommatrice en tant que telle, et le terme presque de digital mum commence un petit peu à se galvauder et à s'intégrer dans finalement des modes d'usage du digital pour l'ensemble des femmes et de l'ensemble des personnes actives. En tout cas, c'est ma perception de cette évolution. Oui, pour le coup, moi, je peux être que d'accord avec Hugues. Le fait est que le digital est totalement intégré. Et c'est le digital au sens simple du terme, c'est le smartphone. Beaucoup de femmes, la majorité des femmes ont un smartphone aujourd'hui. Et c'est ce qui fait ce changement dans la façon de consommer, dans la façon, on va dire, de gérer sa vie au quotidien. Donc, c'est plus une spécificité sur un segment unique. C'est vraiment l'ensemble des femmes qui vont consommer autrement, gérer leur vie autrement, et ça passe essentiellement par le mobile. Et ensuite, comment l'expérience se poursuit sur la tablette à la maison, sur le PC au travail, mais ça passe par le mobile et le fait que les femmes sont aujourd'hui majoritairement équipées de ce petit appareil.
Une autre question? Bon, bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que voilà, ça vous a plu. Merci. Merci beaucoup.